only for you. Eh bien bonjour à tous, nous sommes vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La Nouvelle Expression par exemple parle de protestation. Kanto entame une grève de la faim, c'est le grand titre du journal. Après la fin de son audition hier, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a refusé de s'alimenter si toutes les personnes interpellées dans le cadre de la marche blanche du 26 janvier n'étaient pas toutes donc libérés. C'est un article à lire en page 3 et tout un mini-dossier d'ailleurs. Le journal parle également de la région de l'Ouest Cameroun où les chefs traditionnels écrivent à Paul Biya dans une correspondance remise donc au gouverneur de l'Ouest pour transmission. Ils marquent leur indignation à la suite des manifestations du 26 janvier dernier en page 2 et on parle également de cette présidentielle 2018. Une ONG revient sur la polémique Un monde à venir et ses partenaires ont présenté le rapport d'une mission d'observation électorale déployée lors de la dernière présidentielle en page 3 et le journal s'intéresse aussi au MRC avec le cri au complot qui crie au complot. Donc les avocats de Kamto et compagnie soutiennent d'ailleurs que les personnes interpellées ont déjà été donc inculpées avant même d'être entendues. C'est dans le journal en page 4 de ce numéro La Nouvelle Expression. Le Messager pour sa part parle d'une fondue ce matin avec notamment le complot du pouvoir contre le MRC éventré. Donc alors que les marches pacifiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été violemment refoulées par les forces de maintien de l'ordre samedi dernier, la sous-préfecture de Yaoundé 1er délivre d'ailleurs un récépissé autorisant une marche des anti-Kamto ce 1er février dans les artères de la ville. À lire en page 3, le même journal s'intéresse aussi aux marches blanches avec Ndamdjaya qui rompt le silence finalement. Selon le président de l'Union démocratique du Cameroun, le régime est donc en proie aux démons qu'il gère. C'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi à Douala. Au cœur d'une guerre successorale, à l'origine donc la bataille de deux vieillards pour le temps de la résidence de leur sœur aînée, 5 jours seulement après son décès à Bonantonet, d'Edo, c'est ici à Douala justement, et c'est en page 8 du journal Le Messager. Et puis l'œil du Sahel qui est dans les kiosques parle donc de la Damawa. Paul Biya lance la chasse aux ravisseurs, c'est en page 3, et toujours à Kolofata, Boko Haram, donc tue un homme à Kordi, c'est une autre localité de cette contrée également. Alors donc à découvrir tout cela, on parle aussi de la justice avec les charges qui pèsent contre Maurice Kamto, Alain Fogué, Albert Zongan et page 3 du journal Les du Sahel de ce matin. Le journal Le Quotidien de l'économie qui est dans la kiosque parle notamment d'autres faits, beaucoup plus d'argent, des échanges également, échanges commerciaux, précision sur l'instance d'arbitrage des différents liés donc à l'accord de partenariat économique. C'est un article à lire en page 3. Le même journal parle également de cette nouvelle personne à la tête notamment de la Banque mondiale. Dès ce jour, c'est à découvrir dans le même journal Le Quotidien de l'économie qui a d'autres informations aussi. Mutation parle de manifestations publiques. Mutation parle donc de marche blanche, samedi noir. Une question avec notamment quelques révélations importantes. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun entend à nouveau descendre donc dans la rue dès demain au Cameroun et aussi du côté de l'étranger, en dépit notamment de l'interpellation de leur chef, leur leader et des interdictions même de manifestations de l'administration camerounaise. Tout cela dans le dossier proposé par le journal Mutation qui parle également de la préservation de la paix, la loi qui n'exclut pas la piste mystique. Il faut rencontrer également les marabouts pour savoir si ce n'est pas une malédiction pour le Cameroun qui connaît beaucoup de difficultés aujourd'hui. Ça lit dans le même journal Mutation. Et puis le quotidien Émergence, quotidien bilingue privé par les libertés de manifestation, l'arrestation de Maurice Kamto divise. 12 experts s'affrontent sur la question dans le numéro disponible ce matin également. Et avec également, on parle aussi de 200 personnes aux arrêts à la suite notamment des marches blanches du MRC organisées le 26 janvier dernier. C'est dans le même journal, le journal Émergence. Le journal Info Matin s'intéresse au conseil de cabinet. Le
Premier ministre interdit les nominations à caractère tribal. Il dit qu'il entend, en tout cas le successeur de Philemon Yang, entend veiller lui-même ou personnellement sur ces nominations et ne pas connaître en tout cas de tribalisme dans ces nominations-là, et aussi avec notamment ce qui va être fait et ce que ça peut créer. Tout cela continue dans le journal en page 3 et on va terminer avec notre journal, c'est le journal L'équation qui est dans les kiosques, qui parle également du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, qui aujourd'hui est engagé selon bien sûr la tutelle Ketia Cortez, qui fait savoir qu'il y a un travail de fond à faire justement sur le terrain et des rencontres aussi avec des experts sur des questions urbaines pour développer les villes du pays. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal L'équation, disponible dans les kiosques. Voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce vendredi. Georges Semé sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Good morning, Mr. Ndongo. Good morning, Elder Doyen Kaminele, and hello to all televiewers of this program. Vous savez que nous sommes en pleine semaine du bilinguisme, donc j'ai profité de cette occasion, bien évidemment, pour saluer vous et les téléspectateurs. Thank you and welcome. Alors, bonjour, Camille. Bonjour Flavien Vadonongo, bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais à l'entame de cette émission, je voudrais avoir une pensée spéciale pour nos deux collègues du journal Le Jour, deux collègues et non quatre, parce que une certaine presse fait état de l'arrestation de 4 journalistes, mais il s'agit bel et bien de deux collègues, deux journalistes qui ont été arrêtés au domicile de M. Zongang et qui demeurent toujours en garde à vue. Et là, j'interpelle spécialement les autorités judiciaires que ces journalistes-là, bien que brandissant leur carte de presse, devraient être libérés immédiatement. Je pense que ça éviterait d'ouvrir un autre front de contestation inutile dans cette affaire qui est déjà assez douloureuse à traiter. Des journalistes sont retrouvés là-dedans. Ces journalistes portent leur carte de presse. Même ces journalistes auraient pu être des militants du NRC, mais ils sont des journalistes, ils ont une carte de presse, ils ont une raison suffisante pour être présents sur les lieux. Donc moi, je pense qu'il est inutile pour les autorités de maintenir ces journalistes enfermés, alors que ça ne leur coûte rien de les laisser repartir et maintenant de fermer le front de la contestation de la presse contre la justice. Très bien, et puisque vous avez donné le temps, en tout cas on observe également que la presse revient sur le même sujet, parlant notamment de ces contestations, des manifestations du 26 janvier dernier. Il y a la nouvelle expression qui parle de Kamto qui entame une grève de la faim. C'est la une du journal, ce matin la grande une d'ailleurs. Et on parle également dans le journal Le Messager, à la une, le complot du pouvoir contre le MRC éventré et mutation. Parle notamment de ces marches blanches, ce samedi noir, et avec tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, et aussi l'arrestation de Maurice Kamto qui divise, ces émergences, tout cela, la presse revient en tout cas, fait le tour de l'actualité, de cette actualité qui est donc traitée de façon diversifiée. Bien sûr, la presse n'en a que pour cette information sociopolitique explosive depuis la marche blanche qui a été lancée par le MRC le 26 janvier, marche blanche qui s'est suivie par une arrestation très spectaculaire de certains cadres du MRC, mais également le même jour par des opérations de saccage de certaines représentations diplomatiques du Cameroun, à l'étranger notamment, en France et en Allemagne. La presse a bien évidemment tourné et retourné cette information depuis le 26 et aujourd'hui on en est encore à supputer là-dessus, en plus de ce que le doyen vient d'évoquer, celle de la nouvelle de l'arrestation de certains de nos confrères. Alors, nos confrères de la nouvelle expression disent que le président du MRC a entamé une grève de la faim, c'est tout à fait de son droit, user de tous les moyens pour faire valoir ses prétentions, parce que jusqu'ici, il dit qu'il n'est de près ou de loin lié à ces événements, surtout ces événements qui se sont déroulés à l'extérieur du Cameroun. C'est de son droit également de ne pas parler en l'absence de ses avocats. C'est ce qu'il a fait le lundi et le mardi, parce que ce n'est que mercredi qu'il a pu rentrer finalement en contact avec ses avocats et on a pu avoir quelques éléments sur ce qui lui est reproché. C'est nos confrères de la nouvelle expression, même nos confrères du Messager parlent d'un complot du pouvoir contre le MRC éventré, certainement relativement en rapport avec le récépissé des déclarations à manifestation publique qui a été délivré par le sous-préfet, voilà, pour en accord à cette manifestation. Mais est-ce qu'il s'agit effectivement d'un complot dont je ne pense pas? Donc on fait du Messager, et il est tout à fait légitime pour eux, pour leur rédaction, de dire qu'il y a eu quelque chose qui a été éventré, mais je
pense pas qu'il s'agit d'un complot, parce que le complot implique une notion assez large des intentions d'un État. Peut-être parce que le préfet est revenu sur cette autorisation, en tout cas du sous-préfet, et qui estime qu'il faut tout arrêter carrément, que cette autorisation soit retirée, annulée, et ainsi que les... Tout à fait. Moi, personnellement, en tant que journaliste, je ne voudrais pas parler d'un complot, parce qu'un complot nécessite une certaine durée dans l'élaboration même de la décision qui devait être remise au MRC. Et je pense que lorsque la déclaration a été faite, ça a été fait en l'espace de 3 jours. Et en ce petit espace, on ne peut pas dire un complot contre le MRC. Et le confrère d'émergence ont dit que l'arrestation de Kamto divise, bien sûr, elle divise, et traditionnellement, comme chaque vendredi, ils ont fait intervenir 12 experts qui ont donné chacun leurs avis. Mais, in fine, c'est encore l'actualité brûlante, parce que c'est une grosse actualité qui intervient après l'élection présidentielle qui a été fortement contestée, notamment par le MRC, mais qui intervient avant d'autres marches qui ont été programmées par le MRC demain, après-demain et jusqu'à lundi, dans l'application de la deuxième phase de leur plan de résistance. Donc il est tout à fait légitime que la presse revienne abondamment sur cette actualité. Très bien. Alors si on commence étape par étape, je vais lire le messager qui parle du complot du pouvoir contre le MRC ventré. Le journal exagère à ce niveau? Je pense comme Georges Semé que c'est le titre un peu fort. Complot contre le MRC, parce qu'il y a une association de la société civile qui a demandé aussi une autorisation de marche qui lui a été accordée. Complot, moi je pense plutôt qu'il s'agit d'une sorte de maladresse de la part d'un sous-préfet qui ne comprend pas qu'alors il faut faire attention avec ces demandes d'autorisation de manifestation publique. Mais par contre, moi je réalise que l'affaire MRC qui chauffe la tête des Camerounais, même qui chauffe l'opinion internationale depuis samedi dernier, c'est une affaire qui non seulement intéresse un peu tout le monde, mais qui divise aussi, comme on dit. Et je crois que là-dedans, il y a deux perceptions. Il y a la perception de ceux qui prennent le MRC, M. Kamto, comme des victimes. Il y a aussi la perception des autres. Une autre perception des autres, notamment des hommes de pouvoir et d'une grande partie de la population qui estime que vraiment cette histoire-là nous fatigue. Mais je pense qu'il faut que les gens comprennent que si le MRC a marché, si le MRC a planifié la marche d'un certain nombre d'activités, c'est dans le cadre de ce que lui-même a appelé un plan de résistance. Résistance à quoi? Je pense que c'est une question importante à laquelle il faut se poser. Résistance au fait que lui, M. Kamto, a été élu et estime avoir été élu et qu'il va résister jusqu'à. Parce que quand j'ai entendu par exemple le porte-parole du MRC hier à la télévision, quand il parlait du président du MRC, il parle M. Kamto, le président élu, M. Kamto, le président élu, M. Kamto, le président élu. Ça veut dire que dans la logique du MRC, dans la logique de son entourage, il est le président élu de la dernière élection et qu'il serait donc en droit de continuer à résister. Mais alors, cette résistance-là, est-ce qu'elle est perçue de la même manière par l'autre, la grande frange de la population camerounaise? C'est là le problème. Cette résistance-là, est-ce que cette résistance accorde-t-elle au MRC le droit d'organiser des manifestations publiques, même si l'autorité administrative décide de leur interdiction? C'est là le hic. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il est assez difficile de parler froidement de cette histoire qui est en train d'être exploitée de façon passionnelle par les uns et par les autres. Aujourd'hui, on en arrive déjà à une issue qui était inattendue, celle de la grève de la faim. Parce que là, on est en train de passer à la phase, moi je dis théâtralisée, de l'arrestation de M. Kamto. Parce que je pense que l'un des buts ultimes de son plan de résistance, c'est d'être arrêté. Et il savait très bien qu'il allait être arrêté dès lors qu'il allait continuer à multiplier les manifestations. Donc, il savait qu'il allait arrêter. Il savait que cela fait partie d'un plan de résistance qui est bien arrêté. Et maintenant, Alors, la presse révèle quand même, puisque vous avez évoqué le cas de la grève de la faim, la presse révèle que c'est justement parce qu'il ne peut pas être libéré. Il faut que tous ceux qui ont été interpellés dans le cadre de ces manifestations soient libérés. D'abord, c'est la raison de cette grève, c'est la raison que l'on invoque, que l'on présente pour cette grève de la faim, qui est vraiment une
encourageant du tout, qui n'est pas agréable du tout. Et moi, je dis que qui fait que cette affaire de l'arrestation du président du MRC et de ses militants est en train de polluer et le débat et le climat social. Mais jusqu'à quand et jusqu'où ira-t-elle? On a entendu hier, d'ailleurs les journaux l'avaient ce matin, qu'il y a une trentaine ou une vingtaine de détenus qui ont déjà été mis sous mandat de dépôt à la prison centrale de Konengue. Ça, c'est une issue qui n'est pas bonne du tout. À mon sens, moi je pense que cette affaire-là doit être traitée avec énormément de circonspection. Éviter effectivement qu'on en arrive à une situation où il y aura vraiment des gens qui pourraient, à juste titre, être considérés comme des victimes. Moi, je pense que cette affaire-là, c'est déjà une affaire. Il faudrait la gérer avec énormément de circonspection. Et je l'ai dit ici hier, et que M. Kamto fasse le moins de temps possible dans la prison, parce que il va tout simplement devenir un martyr, une victime, et ce sera de la faute du pouvoir. Donc moi, je pense que cette affaire-là, telle qu'elle est gérée aujourd'hui, il est de la responsabilité des autorités administratives et judiciaires d'essayer de lui donner une tournure rapide et moi je pense intelligente. Alors, une tournure rapide, dites-vous, en tout cas, on sait bien que ça commence après une autre tournure, mais qui ne sera certainement pas rapide, même si Émergence parle de l'arrestation de Maurice Kamto qui divise, il n'y a que 200 personnes sont déjà, en tout cas, ont été interpellées, qui occupent également les cellules et les prisons de la ville de Yaoundé. Oui, ce matin, j'écoutais encore sur une radio étrangère, RFI notamment, le ministre de la Communication, René Sadi, qui était tout à fait ferme sur la suite judiciaire à donner à ces 200 personnes interpellées. Il a dit que la rigueur de la loi sera appliquée pour les militants et sympathisants du MRC, mais également pour les journalistes, et ce qui est tout à fait regrettable, parce qu'il a dit que les journalistes étaient venus participer à une manifestation politique, ce qui, bien évidemment, reste approuvé. Donc, non seulement pour nos confrères, il faut faire la part des choses entre la manifestation politique et une couverture médiatique sur un terrain politique, et ces militants politiques qui étaient en train de manifester politiquement en application, en respect des mots d'ordre de la phase 2 du plan de résistance du MRC. Et pour revenir sur le titre du messager, il est excessif. Il est vraiment excessif, mais il est pertinent parce qu'on peut déceler à travers ce titre une certaine politique du 2 poids 2 mesures qui est effectuée entre les partis d'opposition, alors certaines organisations de la société civile qui veulent effectuer des manifestations et qui leur sont refusées. Et pourtant, la loi dit qu'il suffit de la déclarer, même si, d'un autre côté, le pouvoir régalien détient le droit de l'interdire. Il y a donc ce 2 poids 2 mesures entre les manifestations de l'opposition et soit celles du RDPC et les affiliés ou alors les organisations qui sont proches du RDPC. C'est certainement la raison pour laquelle nos confrères du Messager ont parlé d'un complot, parce que la dernière actualité sur la question fait état de ce que une association proche du MRC veut organiser une manifestation et elle aurait obtenu cette autorisation. Donc il y a donc un malaise politique, mais il y a une subtilité juridique également qui transparaît de la lettre de la loi, parce que autant la Constitution et la loi 90, je crois, sur la liberté d'association, confère des droits aux partis politiques et associations, mais elle limite également ces droits. Donc il faut bien savoir où on met les pieds. La Constitution, dans son préambule, dit très bien que personne ne peut être inquiété en raison de ses opinions politiques, mais plus loin, elle dit que sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc il faut savoir apprécier cette subtilité juridique lorsqu'on mène une activité politique, et je crois que la plupart des observateurs, la plupart des militants des partis politiques devraient bien s'appréhender de ces lois qui leur confèrent des droits, mais qui plus loin les limitent. C'est le cas également pour la loi de 90-54 sur l'ordre public, qui attribue certains droits aux manifestants, certains droits politiques et civils aux manifestants, mais qui plus loin les limite par le pouvoir exacerbé de l'autorité régalienne qui, de façon discrétionnaire, peut interdire ou alors apprécier la menace sur l'ordre public et interdire une manifestation. Alors il y a des réactions. D'ailleurs, le Messager revient, parle de marche blanche. Ndamjoya qui rompt le silence. Selon bien entendu le président de l'Union démocratique du Cameroun, le régime est donc en proie aux démons qu'il gère depuis des années, alors qu'on ne devrait pas arriver à ce niveau. Ben oui. Moi, je pense que le président de l'UDC, qui est
avare en déclaration. Pour une fois, il est sorti de sa discrétion pour dire une vérité qui est discrète, certes, mais qui est réelle. Parce que si on en arrive là où on est aujourd'hui, c'est effectivement pas des problèmes de malgouvernance, pas des problèmes de mauvaise gestion, de mauvaise appréciation d'un certain nombre de choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, par aussi la rigidité et le caractère rugueux de certains fonctionnaires qui ne veulent pas comprendre qu'il y a des situations dans ce pays qui, quand elles se présentent, doivent être gérées dans l'urgence, dans l'intelligence et surtout dans l'efficience. Parce qu'il ne sert à rien, par exemple, de maintenir des journalistes arrêtés alors qu'on va les libérer. Vous vous souvenez ici avec l'affaire Mimi Mifo, quand on l'avait arrêté ici, j'avais été l'un des premiers d'ailleurs, le premier même à dire le jour même de la session que le gouvernement ne gagne rien à maintenir cette jeune fille en prison. Là, à quel la prestation du serment de chef de l'État, heureusement ça a été entendu, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des moments où il y a certaines situations, quand elles arrivent, vous les gérez rapidement, efficacement, mais quand vous les laissez pourrir, elles pourrissent en trouver. Imaginez que M. Kamto se retrouve en prison, comme beaucoup sont en train de désespérer qu'on l'envoie en prison, ou bien de s'activer à ce qu'il a en prison. S'il se retrouve en prison, c'est tous les jours que la presse nationale et internationale va en parler, jusqu'au moment de l'élection. Imaginez que ces militants du MRC demeurent en prison. C'est tous les jours qu'on aura des remontrances, qu'on aura des communiqués, qu'on aura des marches, qu'on aura jusqu'au moment de l'élection. Je pense que cette année est une année électorale, c'est une année de redémarrage de l'économie, parce que 2019, il y a plein de perspectives qui ont été annoncées. Il ne faudrait pas que cette année se caractérise uniquement par une gesticulation politique, politique et politicienne inutile. Je pense qu'aujourd'hui, il est du devoir de ceux qui ont la charge de la gestion de ce pays de faire preuve d'efficacité, d'efficience et surtout d'intelligence. Alors, et lorsqu'on a fini de dire ça, on découvre également qu'il y a additionnels qui écrivent à Paul Biya par la suite, la nouvelle expression qui revient sur le sujet, et estime que ces gens qui condamnent d'ailleurs les manifestations du 26 janvier dernier. Écoutez, les chefs traditionnels font partie de la masse des forces vives de la nation qui peuvent émettre leurs opinions, même si depuis quelques années, ils font partie de l'ordonnancement administratif de notre pays. Mais je crois qu'ils maintiennent qu'il leur appartient quelquefois d'effectuer des sorties politiques pour donner leur opinion sur une des grandes questions de notre actualité. Ceux de l'Ouest ont écrit au gouverneur de l'Ouest. Certainement, cette correspondance sera transmise au président de la République et elle devrait contenir parce que je ne l'ai pas parcouru, elle devrait contenir certaines préoccupations qui sont certainement en rapport avec la situation socio-politique dans notre pays. Et vous savez que le MRC a un gros vivier électoral du côté de l'Ouest et certainement ce sera inclus, ce sera pris en compte dans cette correspondance. Mais est-ce que leurs évocations, est-ce que leurs desiderata seront pris en compte par ceux à qui cette correspondance est adressée? Ça, c'est une autre paire de manches, mais je crois qu'ils ont tout à fait le droit de s'exprimer sur toutes les questions, toutes les grandes questions de l'actualité sociopolitique qui auraient un glissement, puisque c'est le mot à la mode, un glissement sur la menace sur la paix et l'ordre public, que ce soit sur le plan national ou alors sur le plan plus régional. Alors, vous gardez la parole avec Mutation ce matin qui parle de marche blanche samedi noir. On va s'attendre à une journée noire. Donc, je vais parler avec les militants du MRC qui sont déterminés à respecter leur calendrier des mouvements, des manifestations. Alors, depuis le lundi dernier, nos confrères des Mutations nous ont habitués avec une extraordinaire titraille, une titraille assez intéressante sur cette situation que nous évoquions. Nous l'évoquons depuis ce début. Le lundi, je crois, ils ont parlé de marche blanche, répression noire. C'était un titre formidable. Et aujourd'hui, le vendredi, ils parlent de marche blanche, samedi noir. Samedi noir, certainement en prévision aux autres marches du MRC qui sont programmées pour demain, dimanche, et je crois lundi. Elles ont été interdites. En ce qui concerne le cas de Douala, j'ai eu vent de certains communiqués, de 2 communiqués qui ont été rendus publics par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e et 5e, je crois, 3e et 5e, qui interdisent toute manifestation publique. Je crois que le gouverneur de la région du littoral est également revenu là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on est bien parti, conformément à cette titraille, on est bien parti pour une marche blanche et certainement un samedi noir. Si
les militants du MLC persistent à effectuer cette marche. Donc, il y a un bras de fer qui va s'observer encore demain. C'est vrai que on parle de décapitation du MRC, mais les résultats que Maurice Kamto a effectués dans le littoral et notamment à Douala, le MLC a encore un important vivier de sympathisants et de membres actifs. Mais seulement, on se rend compte que lorsqu'on fait la proportion entre l'électorat du MRC dans la région du littoral et dans le département du Vouri, on fait la proportion entre... Il y a un énorme fossé. La plupart des marches qui ont été effectuées par le MRC n'ont rassemblé à peine qu'une cinquantaine de personnes. C'est une marche blanche qui sera organisée. Il y aura certainement les Mami Wata qui vont sortir. Et ce matin déjà, il est posté dans certains carrefours de la ville un dispositif discret de sécurité. J'habite à Bonabéry. Lorsque je suis arrivé ce matin au niveau du rond-point, il y avait un dispositif de gendarmerie qui était déjà bien implanté, alors que la marche aura lieu demain. Mais il y a déjà un dispositif de sécurité qui est prévisible. Donc, nos confrères d'imitation ont raison de dire qu'il y aura une marche blanche certainement, mais à côté de la marche blanche, il y aura une répression noire et on risque d'arriver à un samedi finalement noir, tel que évoqué. Je voudrais inviter les lecteurs à parcourir la presse ce matin pour lire un peu le traitement qui est réservé en tout cas à cette actualité qui est aujourd'hui variée carrément, diversifiée. Donc on parle de marche blanche, samedi noir, c'est une question en même temps, ces mutations qui titrent ainsi. Émergence qui parle de l'arrestation de Maurice Kamto qui divise avec 12 experts qui s'affrontent comme tous les vendredis d'ailleurs. La nouvelle expression qui parle également du professeur Kamto qui entame une grève de la faim. Carrément, à la suite notamment de ce qui a été fait de son interpellation et l'interpellation de ces militants, quelques-uns. Et donc, on va sortir un peu de ce sujet pour parler d'autre chose. L'œil du Sahel qui parle de Paul Biya qui lance la chasse aux ravisseurs. Et on voit bien que ce sont 130 gendarmes bien formés qui sont en ce moment dans la Damawa. Depuis près de 2 ans que la population de la Damawa se plaigne et hurle vraiment l'insécurité dans leur région. On a même vu ici, justement à travers l'œil du Sahel, les suggestions qui avaient été faites par le colonel Bobo Ousmanou, très grand officier supérieur de la gendarmerie nationale, aujourd'hui à la retraite, qui avait parlé de cette situation et qui avait fait des propositions aussi bien à la hiérarchie de la gendarmerie qu'au ministère de la Défense par rapport à cette situation qui est en train de détruire complètement la paix et même la vie économique de la Damawa. Alors si après 2 ans, aujourd'hui enfin, Paul Biya lance la chasse aux ravisseurs en envoyant 130 gendarmes, c'est déjà le commencement de quelque chose. Mais moi, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que la région de la Damawa, qui est une très grande région, une grande région qui elle-même côtoie d'un côté la région de l'Est, de l'autre côté la République centrafricaine et de l'autre côté le Nord. Et surtout du côté de la frontière avec le Tchad, vers le Ribouba, où il y a aussi une très grande activité de grand banditisme et de razzia. Je pense que 130 éléments, c'est un peu peu. Si je peux me permettre de dire, parce que moi je pense qu'il aurait été peut-être plus... Ça dépend du type de formation, peut-être. Quelle que soit la formation, 130 éléments pour une superficie aussi grande, vous allez envoyer combien? Vous allez en envoyer 13 dans 10 points. Non, moi je pense que la situation est beaucoup plus grave que cela. Vous savez, à un certain moment ici, moi je m'en souviens, quand les coupeurs de route étaient en train de laminer complètement l'extrême nord à cause non seulement des transfuges, des rébellions tchadiennes et centrafricaines, le haut commandement d'armée avait créé ce qu'on appelait le BLI. Et on avait mis sous la responsabilité d'un colonel qui était déjà à la retraite, le colonel Pomme, mais ce n'était pas 130 hommes, c'était à peu près 700, 800 hommes qui ont fait un boulot extraordinaire en quelques mois et qui ont décapité cette activité. Moi, je pense que, quelle que soit leur qualification, 130 hommes, je pense que c'est déjà quelque chose, mais il faudrait vraiment trouver un peu plus d'effectifs, un peu plus de logistique pour que ces gendarmes puissent être réellement efficaces et efficients. Alors, on a entendu les cris dans la Damawa, les cris des populations de cette partie du pays, et avec un bilan très lourd, de l'argent du contribuable, je veux dire le franc CFA qui a été déboursé pour payer des rançons, les populations qui sont déjà démunies, mais qui se sont quand même battues à donner ces rançons-là pour libérer leurs personnes, pour que leurs personnes soient libérées. Et aujourd'hui, 130 personnes pour défendre les intérêts des populations et mettre hors d'état de nuire ces gens qui sèment le désordre dans la Damawa.
D'abord, un constat très rapide. La région de la Damawa est, depuis quelque temps, ça vaut pour tout le septentrion, en dehors de Boko Haram, la région de la Damawa est en proie aux enlèvements et à des prises d'otages. Et je crois que la réponse du gouvernement est de prendre toutes les mesures efficaces et ponctuelles pour essayer de juguler ce phénomène. 130 éléments de la gendarmerie spécialisée, oui, je crois que c'est un bon début, mais moi j'aimerais plutôt tabler sur l'efficacité de leur opération, sur l'efficacité de leur capacité que sur le nombre en réalité. Parce que les opérations qu'ils vont mener sur le terrain vont d'abord être jugées par rapport à leur efficacité en rapport avec la formation qu'ils ont reçue sur le terrain. Et c'est pour ça que je pense qu'on a choisi des gens aguerris et spécialisés. Je crois que c'est le GPIGN qui va aller derrière ces ravisseurs, qui va aller à la poursuite de ces ravisseurs. Et ils vont en complément des autres éléments, des corps, des forces de l'ordre qui existent déjà sur le terrain. Donc, je crois que c'est plutôt une mission de résultat qu'une mission de moyens. Et avec la recrudescence de cette instabilité de notre genre, il était temps qu'on envoie sur ce territoire des gens qui ont une autre expertise que celle qui est déjà détenue par celles qui sont déjà présentes sur le terrain. Je parle des militaires, des policiers ou alors les effectifs même de l'armée qui sont sur ce territoire. Avec le GPIGN qui vient avec une autre expertise, je pense qu'on pourra juguler ce phénomène inquiétant. Alors, l'article à lire en page 3 du journal ce matin, c'est que ces gendarmes iront faire véritablement, quelles sont les actions à mener sur le terrain, et est-ce qu'il faut avoir davantage de bonnes relations avec la population? Quelle est donc la stratégie? Quelles sont les mesures, ou tout au moins le comportement adopté sur le terrain? C'est à lire dans le même journal. Info Matin, de ce matin, parle du conseil des cabinets avec le Premier ministre qui interdit les nominations à caractère tribal finalement. Il dit qu'il va veiller personnellement. Bon, mais s'il veille personnellement aux nominations à caractère tribal, il faudrait aussi qu'il veille à ce qu'après la nomination de quelqu'un, que le village ne se réunisse pas, organise de grandes ripailles pour remercier le président de la République d'avoir leur fils nommé par le président de la République. Il faut arrêter cette comédie. Vous savez, moi je pense que ce sont des mesures cosmétiques. Moi, je pense qu'il faut trouver un autre mode opératoire dans ce gouvernement-là. Il faut commencer à changer les habitudes. Alors, quand on va en guerre contre le mode de nomination tribale, il faudrait aussi aller en guerre contre les modes d'expression tribal ou complètement mal appropriés, inappropriés. Donc, moi, je pense que c'est un début. Il veut peut-être commencer à poser un certain nombre d'actes, mais il faudrait d'abord commencer par arrêter ces manifestations complètement indécentes qui font que les villageois se réunissent pour boire et remercier le chef d'État d'avoir nommé leur fils. Alors, donc il faut respecter l'équilibre sociologique, c'est ce qu'il dit, et donc il va lui-même, il sera le gendarme de ces nominations. Dans le cas où ce n'est pas respecté, il frappe. Écoutez, on a vu d'autres bonnes intentions qui malheureusement ont fait pchit, elles sont mortes de leur belle mort. C'était à l'occasion du premier conseil de cabinet que le Premier ministre a fait état de cette bonne intention de désormais veiller à ce qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas de nomination tribale. Mais vous savez, le piège dans cela, c'est que lors des nominations au Cameroun, il y a toujours un équilibre à faire entre la compétence et le respect des équilibres régionaux. Et je pense que en tant que Premier ministre, il devrait veiller, mais seulement il n'a pas la main libre sur les nominations. Parce que pour qu'une nomination soit rendue publique, il faut qu'elle obtienne le visa de la présidente de la République. Et à la présidente de la République, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc, s'il a ses bonnes intentions, oui, on lui souhaite beaucoup de courage, mais je crois que ce sera une œuvre titanesque, et il verra qu'avec la réalité politique du Cameroun, il oubliera très vite son intention de vouloir ôter le tribalisme dans les nominations. Mais bon, on lui souhaite nos chances afin qu'on ne décèle plus effectivement dans les nominations qui se font la part belle à une certaine tribu au détriment d'autres tribus. Et pourtant, nous sommes quand même dans un pays qui compte, comme on le dit, et on aimerait voir que dans le partage des nominations, alors des postes de responsabilité. Chaque village. Pas chaque village, mais qu'il y ait un certain équilibre sociologique et un équilibre régional afin que on taise
le malaise qui est ambiant au sein de la société. Mais il faut quand même rappeler à ceux qui disent qu'il y a des nominations tribales que les nominations, ce n'est pas seulement les postes des ministres, il y a aussi les directeurs généraux, en tout cas tous les postes de responsabilité supérieure d'État, il y a les chefs de service. Voilà, donc il ne faut pas seulement se focaliser sur les postes des ministres et les directeurs généraux, parce que l'administration c'est un tout et on devrait effectivement veiller à ce qu'on respecte un certain équilibre dans le mécanisme de nomination. Mais je sais, mais vous avez oublié l'autre considération, c'est la réalité administrative qui fait qu'on prend un responsable, on le nomme ailleurs et son poste reste vacant pendant des mois. Parce que on le voit tous les jours. Quelqu'un qui est passé ministre, qui est passé, comme par exemple pour le cas de l'ambassade du Cameroun à Paris, vous savez très bien que depuis la nomination de M. Mvondo Ayolo, il n'y a pas d'ambassadeur. C'est incroyable. Alors que il y a du personnel. Moi, je pense que l'administration du Premier ministre devait travailler ardemment afin que ce genre de, quand on nomme quelqu'un, qu'il soit immédiatement remplacé et que l'autre ne soit passé entre deux fauteuils. En tout cas, estimant qu'il cherche encore quelqu'un à mettre là-bas, de toute façon. Merci à vous, chers messieurs. C'est vendredi et comme vous le savez, je vous invite également à lire l'article sur ce qui se passe au cœur d'une guerre successorale à Dedo, à Douala. Donc, je vous souhaite un bon week-end, surtout sans excès. Retrouvons-nous lundi avec beaucoup de plaisir lorsqu'il sera 9h20 sur Equinox pour la première édition de la semaine. Bon week-end à tous.